C'est parti pour la réforme du calendrier scolaire. Le principe à l'avenir dans l'enseignement obligatoire sera de 6 à 8 semaines de cours avant 2 semaines de repos bien mérités pour nos enfants et leurs enseignants. Mais cette réforme, approuvée côté francophone, ne fait apparemment pas l'unanimité. Pourquoi? Et puis quelles sont les raisons et les arguments de ceux qui la défendent? C'est ce qu'on va voir. Bienvenue sur le plateau de Versus. Et j'accueille en plateau 4 invités. Colline Hendricks, bonjour. Vous êtes administratrice au CEF, le comité des élèves francophones. Vous êtes vous-même aussi étudiante. Delphine Chabert, bonjour. Vous êtes députée à la Fédération Wallonie-Bruxelles et vous êtes membre du Parti Socialiste. C'est donc une de vos ministres qui porte cette réforme. Face à vous, Michael Vossart, bonjour. Vous êtes vous aussi député au Parlement de la Fédération, mais pour le parti Défi. Vous n'êtes donc pas dans cette majorité-là. Et puis, parce que tout cela a un impact aussi sur les enseignants et sur les travailleurs dans le secteur de l'enseignement, eh bien, nous avons invité une représentante du SLFP Enseignement, Masanka Chimanga. Bonjour, merci aussi à vous. Vous intervenez évidemment quand vous le voulez, mais peut-être d'abord la parole à vous, Delphine Chabert. Oui. Pourquoi avancer sur cette réforme aujourd'hui, maintenant, et certains disent aussi vite finalement, parce que les francophones prennent les devants par rapport aux autres. Aussi vite. Alors, c'est une réforme dont on discute depuis plus de 30 ans au Parlement. Il faut savoir que les premiers débats, c'était en 91 au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et puis, ça n'a pas pu se faire pour des tas de raisons. Et le sujet est revenu au moment des débats sur le pacte pour un enseignement d'excellence en 2017. Et puis, il y a une recherche de la Fondation Roy-Baudouin en 2018. Et puis, il y a une déclaration de politique communautaire en 2019. Le travail a démarré en 2020 et nous arrivons en 2022 avec un texte. Il me semble qu'en termes de précipitation, on a connu pire. Donc, c'est un travail qui se réfléchit, se pense et se construit, notamment avec les acteurs depuis au moins 2 ans. Donc le texte est là, c'est quand même une réforme, je pense qu'on peut dire qu'on est à la veille de quelque chose d'historique. Ça fait 30 ans qu'on en parle et c'est pas souvent que, en tout cas nous, politiques, on va pouvoir soutenir un texte où l'enfant est au centre du projet. C'est très très rare en fait, y compris dans l'enseignement. Et donc l'enfant au centre du projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va beaucoup mieux respecter ses rythmes biologiques, chronobiologiques et cognitifs, et que donc en élargissant, vous l'avez dit, les périodes de vacances pour la Toussaint et Carnaval, 2 semaines, on va permettre à l'enfant d'avoir des moments de repos et d'arriver plus en forme pour reprendre l'enseignement. Ça va améliorer ses conditions d'apprentissage et puis surtout ça va permettre de lutter beaucoup mieux contre les inégalités scolaires, puisqu'on sait que cette très longue pause de l'été, 9 semaines de pause l'été, ça crée du décrochage et particulièrement dans les milieux défavorisés. Et une des priorités, un des objectifs du pacte pour l'enseignement d'excellence et du gouvernement, c'est d'avoir vraiment une action très volontariste dans cette lutte contre les inégalités. Et donc, avec cette réforme, on va améliorer le bien-être des enfants, on va améliorer les conditions d'apprentissage de tous les enfants, on va quand même avoir une action positive sur une scolarité qui dure 14 ans en moyenne pour un enfant et on va lutter contre les inégalités scolaires. Ça me semble être un beau projet. Voilà pour les arguments du côté de la majorité. Il y en a qui ont été surpris, évidemment, et c'est pour ça qu'on en débat. Il y a notamment cette famille qui fait partie des contestataires. On l'a rencontrée hier, c'était une interview de Samia Rami. Une partie de la famille suit l'enseignement francophone, l'autre néerlandophone. Écoutez ce que ça donne à l'heure de planifier les vacances. Oui, et puis Mamie Bon avait prévu normalement de partir ensemble à tous les petits-enfants, donc ça on oublie. Donc il faudra s'arranger avec eux pour qu'ils partent à un autre moment que Pâques. Parce que tes cousins, vous ne serez plus, eux auront probablement congé l'année prochaine, début avril. Nous sommes particulièrement très impactés parce que nous avons des enfants sur 2 régimes communautaires. Nous avons des enfants sur le même régime communautaire, régime néerlandophone, mais nous travaillons dans un régime communautaire francophone. J'ose pas imaginer la situation de parents où ils ont à la fois leur enfant dans un régime francophone et d'autres enfants dans un régime néerlandophone. Donc ça va être un casse-tête pour eux. Tout simplement, l'équation ne trouvera pas de solution, ça c'est certain. Alors voilà, chaque cas, chaque famille a vécu des besoins, des attentes différentes. Mais enfin bon, voilà, avoir des vacances qui soient praticables pour tout le monde, c'est quelque chose qu'on peut entendre. Du côté du CEF, vous avez pris position là-dessus, vous avez un avis, ça a interpellé beaucoup d'organisations de jeunesse, Colline Hendricks. Bien, généralement, sur le fond, on est tout à fait d'accord. C'est, d'après les arguments qu'évoquait Delphine, on est tout à fait d'accord. Mais ce pourquoi on est, entre guillemets, pas d'accord, c'est ce qu'il y a derrière, ce qu'il pourrait avoir derrière
pas d'un point de vue politique, mais d'un point de vue organisationnel. Que ce soit pour les familles qui ont 2 régimes communautaires, que ce soit pour les élèves en général, les acteurs qu'il y a autour, par exemple les transports, le tourisme, la culture, tout ce qui gravite en fait autour de l'enseignement. Et qui vont être embêtés que des jeunes aient 2 semaines de vacances plutôt qu'une seule? Qui ne vont peut-être pas être alignés de la même façon. Ce qui va peut-être pas directement et en très grand nombre impacter, ce qui à mon avis impactera tout de même un petit peu. Mais par exemple, les jeunes en Flandre vont avoir des vacances, comme ils viennent de le dire dans ce petit reportage, à une certaine période. Les élèves wallons vont avoir à d'autres périodes. Mais par exemple, les familles qui vivent d'un côté de la Wallonie vont avoir du coup les horaires de vacances, par exemple notamment des transports, à un certain moment, tandis que leurs enfants qui ont école en Flandre auront besoin de ces cars, parfois de ces bus qui ne seront pas du coup en horaire classique pour eux. Notamment, par exemple, je pense à mon village où pendant les périodes de vacances, les week-ends, il n'y a pas de bus. Delphine Chabert, on a anticipé cette différence-là, on a des éléments de réponse qu'on peut donner. Oui, mais c'est une question très concrète et très importante, et donc on y a travaillé. Je le disais, ça fait 2 ans. Donc dans les personnes qui ont été consultées, il y a évidemment toute l'entreprise du tourisme, mais ça on y reviendra, et sur les transports. Donc tout a été préparé, les calendriers sont OK. Donc la STIB pour Bruxelles, De Leyne pour la Flandre, les TEC et la SNCB vont revoir leur que va faire la STIB par exemple, parce que sur les congés, ici la rentrée scolaire pour les francophones à Bruxelles, c'est le 29 août, et puis pour les petits francophones qui sont dans une école néerlandophone, ce sera le 1er septembre. Alors la STIB va faire son offre de rentrée à partir de quand? Elle va partir de la situation majoritaire des Bruxellois, et donc elle va intégrer le nouveau calendrier tout en ayant une attention sur les autres calendriers. Ça a été vraiment, mais c'est important, ces conditions très concrètes, travailler avec les sociétés de transport. Et sur la question des décalages entre les 2 communautés, je voudrais quand même rappeler que sur 14 semaines de congés à l'année des élèves, il y aura entre 10 et 11 semaines communes aux 2 régimes. Voilà. Donc on passe pas du tout ou rien. On avait toutes nos vacances ensemble à rien du tout. Il restera, je pense, c'est important à dire pour rassurer aussi vos auditeurs et vos auditrices, 10 et 11 semaines en commun, que ce soit sur l'été. Les congés de Noël seront toujours identiques, et il y aura juste en fait un petit souci 1 année sur 2 sur les congés de Pâques, qui là, alors là, de détente, comme on dit, qui là, alors là, seront décalés. Michael Vossart, du côté de Défi, on trouve que la fédération aurait dû s'aligner sur la Flandre, si je puis dire, au mieux se concerter? Alors, tout d'abord, je pense que dans les grands principes, Défi estime que la réforme est innovante, la réforme met au cœur les intérêts de l'enfant, mais pour que la réforme soit réussie, il faut que l'encadrement autour de ces enfants puisse être complet, et ça se passe dans les meilleures conditions. Alors c'est vrai que nous estimons que les partenaires sociaux ont émis des réserves, des fédérations de l'enseignement ont aussi mis des réserves. Mais sur la question de la coordination avec la Flandre. Je vais venir là-dessus, aucun problème. Mais donc je pense que dans un premier temps, de notre point de vue, c'est que la réforme doit être complète avec tous les secteurs. On a parlé du secteur des transports, secteur du tourisme, la culture, le sport, j'y reviendrai. Par rapport à la concertation avec la Flandre, je pense que c'est important, c'est que nous, ce que nous avons dans notre philosophie en Fédération Wallonie-Bruxelles, ce n'est pas le repli sur soi. On travaille avec les autres interlocuteurs, et je dirais tant mieux que la Fédération Wallonie-Bruxelles ait ce projet innovant, mais on travaille dans la concertation. Maintenant, on peut, et c'est ce qu'on avait dit, on fixe un agenda, on vote le texte, mais son application, on retarde son application et on corrige, on adapte certains éléments qui manquent encore cruellement. Je reviendrai sur l'immersion linguistique, sur la question des partenaires sociaux et sur les différents secteurs. Mais on peut évidemment discuter avec la Flandre. Ça ne veut pas dire qu'on doit les attendre jusqu'au bout. On peut négocier, discuter, se concerter, mais en tous les cas, le but premier, c'est d'avancer avec les secteurs qui sont impactés directement ici en Fédération Wallonie-Bruxelles. On va revenir vers vous, Mme Timagna, dans un instant, mais sur la question du timing, il fallait aller vite, on ne pouvait pas se dire qu'on se donne 1 an ou 2, ne fût-ce que pour la mise en œuvre, une fois que le principe était voté, ça, c'était pas faisable. Oui. De nouveau, on n'a pas été vite. On a pris le temps des consultations, les échanges. Visiblement, il y a encore des problèmes pratiques qui se posent pour les familles qui auront des enfants dans 2 enseignements différents, et ça, c'est
ça concerne du monde à Bruxelles. C'est que, voilà, on vit dans un pays où l'enseignement est communautarisé. On ne va pas attendre des Flamands qui nous disent ce qu'on doit faire dans notre enseignement, de même que eux, on ne peut pas nous leur imposer ce qu'ils doivent faire. Okay. Cette réforme est positive. Cette réforme vit en Flandre. Il y a tout un travail qui a été fait. Ils sont en discussion par rapport à ça, mais ils ont besoin de plus de temps. Il était important aujourd'hui de lancer une dynamique de transformation. Pourquoi cette réforme n'a pas abouti depuis 30 ans ? Parce que personne n'a eu le courage politique de lancer cette dynamique. Bien sûr, c'est compliqué, mais la dynamique est en cours. Il va y avoir cette année qui est difficile. On en a bien conscience pour certains. Je rappelle que c'est moins de 5% des enfants qui sont concernés par ces difficultés d'être sur les deux régimes, etc. 900 000 élèves vont profiter de ce nouveau système dès le mois de septembre. Donc ça, je pense que c'est important de le dire. Et donc, dernière chose, pourquoi maintenant ? Parce que si la réforme n'est pas votée et mise en application maintenant, on est à 2 ans des élections. On est à 2 ans de la fin de la législature. Le gouvernement actuel n'aura pas le temps alors de la lancer. C'est repartir sur un prochain gouvernement. Est-ce que cet alignement des planètes sera rencontré ? Est-ce que ce sera dans la déclaration de politique communautaire ? Est-ce qu'on aura les études ? Est-ce qu'on aura eu les consultations, etc. Non. Le risque est énorme. Le courage et les responsabilités, c'est maintenant qu'il fallait les prendre pour l'intérêt de tous les élèves. Madame Chimanga, du côté du SLFP, on va soutenir la réforme. Vous m'avez dit, hop, on a notre avis à évoluer au fur et à mesure de la présentation. Oui. Quoi, le cadeau n'est pas aussi, ou le projet n'est pas aussi beau que l'annonce ? En effet, c'est bien ça. Vous avez bien résumé. Je vais vous citer. Hein. En fait, oui, comme Madame Chabert l'a dit, hein, on travaille sur cette réforme depuis de nombreuses années. Nous étions d'ailleurs ensemble acteurs du pacte dans les réunions et au niveau syndical, nous avions fait un référendum. Et donc, les résultats étaient clairs. C'était le soutien de la réforme des rythmes scolaires. Mais le texte qui nous a été proposé, donc il y avait plusieurs scénarios, et le dernier scénario proposé ne nous convenait pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans... L'idée, elle est là, c'est 6 semaines ou 8 semaines maximum, et puis 2 semaines de repos. Il y avait une fluctuation entre 6 semaines, 8 semaines. On s'était basé sur l'étude de la Fondation Roi-Baudouin avec 7 semaines, 2 semaines, l'alternance qui était qui était fixe en fait. Donc ça, c'était déjà pour nous, il y avait déjà une inconnue là-dedans. Au niveau de l'équilibre, on l'a dit, physiologique pour l'enfant. Parce que rappelons que aussi pour les enseignants, l'élève est au centre de ses préoccupations. Les enseignants n'ont pas intérêt à avoir des jeunes qui sont fatigués ou qui sont en décrochage. S'ils sont fatigués en classe, eh bien, ça a un impact donc, sur la manière... c'est plutôt bien pour les enseignants, cette réforme-là. Écoutez, c'est plutôt bien demandé sur le terrain et je ne pense pas qu'on vous répondra que c'est plutôt bien. Que reprochent les gens qui sont contre ? C'est trop tôt. Il y a énormément de réformes qui arrivent au niveau du pacte pour un enseignement d'excellence. Au niveau de septembre 2022, les enseignants vont avoir beaucoup de choses sur le dos. Il va falloir faire face à plusieurs changements. C'est le terme de la réforme. Donc voilà, c'était une réforme systémique, le pacte. Et maintenant, je dois avouer que les retours qui nous reviennent, c'est que c'est une succession de réformes, mais elles ne semblent pas liées. Je parle bien pour la base. Elles ne semblent pas liées. Et ici, les rythmes scolaires, eh bien, ça engendre beaucoup de stress chez les enseignants. Ça engendre aussi beaucoup de stress chez d'autres catégories de personnel. Pensons aux ouvriers aussi, qui sont aussi impactés par les rythmes scolaires, puisqu'ils vont devoir prendre leur congé dans une période plus courte. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de résistance au changement ? Parce que voilà, je veux dire, on sort de 2 ans où les gens se sont retrouvés parfois sans emploi, ont dû télétravailler avec les enfants, les enseignants et les personnels enseignants, ils ont conservé leur salaire, contrairement à beaucoup de gens qui travaillent dans le privé, ils ont conservé leur congé. Ils ont quand même travaillé pendant le Covid, quand même. Comme leurs élèves. Oui, tout à fait. Mais donc, c'est normal qu'ils aient conservé leur salaire. Ils ne sont pas réfractaires au changement. Ici, ça a un impact important parce que des enseignants sont aussi parents, ont aussi des enfants dans différentes communautés. On a parlé de la communauté flamande, mais il y a aussi la communauté germanophone. On a aussi des enseignants là-dedans. Et donc voilà, c'est un tout en fait. Miguel Vossard qui piaffe d'impatience de pouvoir répondre. Je voulais justement rejoindre l'avis des partenaires sociaux. On a vécu une période, cette crise sanitaire, qui était partie sur une année et puis qui s'est étendue. Ça a un impact direct sur les directions d'école, sur le travail qui est mené au quotidien par les enseignants.
qui ont justement dû décupler d'efforts par rapport à la situation. Et vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps que nous avons eu une grève historique des enseignants, du personnel enseignant. Et donc, quand on doit mettre en œuvre ce genre de réforme, il faut que ça se passe dans les meilleures conditions. Et c'est là où Delphi a son point de vue qui dit, nous devons avancer sur cette réforme, mais dans son application, il y a d'autres priorités aujourd'hui qui se retrouvent dans le pacte d'excellence, qui touchent à l'élève, qui va lutter contre les inégalités, qui doit travailler sur l'accompagnement personnalisé. Vous avez répondu, vous avez dit on a suffisamment. Moi, il y a un point que je voudrais mettre sur la table parce qu'on avance dans le débat qui est important, c'est est-ce que du côté du CEF ou des politiques ou des syndicats, on estime qu'effectivement, ça va lutter contre le décrochage scolaire et les inégalités sociales? Vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi? Et puis on verra si le CEF est d'accord là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, le rythme scolaire favorise l'échec? Mais c'est important. Alors je l'ai dit, c'est pas moi. Hein, c'est basé sur des études qui ont été synthétisées par la Fondation Roi-Baudouin il y a 2-3 ans. Et donc, je le disais, cette coupure d'été des 9 semaines crée du décrochage scolaire très fort, particulièrement dans les familles précarisées, où il n'y a pas quelqu'un, où les codes scolaires ne sont pas présents à la maison, où il n'y a pas forcément cette stimulation et où on perd les élèves. Et les enseignants nous le disent chaque année à la rentrée, il y a un travail très très difficile à faire pour récupérer les élèves, et particulièrement les élèves qui étaient en difficulté scolaire, pour les bons et pour ceux qui pour ceux qui ont des facilités et qui ont un soutien à la maison, pas de problème, hein, ces 9 semaines, surtout qu'en général ils ont des conditions de congé confortables, agréables, etc. Ça, c'est pour la grande période d'été. Après, pour les 2 semaines qui vont être venir toutes les 6 semaines, qui vont venir, donc cette alternance 7 semaines, 2 semaines, c'est prendre en compte les rythmes de l'enfant pour qu'il soit dans des meilleures conditions d'apprentissage. De nouveau, on a un système très inégalitaire. Ce sont les enfants des familles précarisées qui réussissent moins bien à l'école parce que le système renforce ces difficultés. Colline Hendricks, on fait ce constat-là aussi du côté du secteur jeunesse. On estime que ça peut améliorer la réussite à l'école d'organiser les congés autrement. Très brièvement, oui, non Oui et non. Oui et non, ok. Comme l'a dit Delphine Chabert, en effet, ça va pouvoir mieux respecter le rythme des élèves, même pour les élèves, par exemple, en décrochage. 7 semaines, ça peut être long. 9 semaines, c'est encore plus long. C'est encore plus long. D'accord. Donc ça reste quand même très long, c'est ça que vous nous dites. Ça reste pas la panacée. Long, parce que quand on regarde pour l'instant dans notre système scolaire, il y a parfois entre 2 vacances seulement 4 à 5 semaines. Quelque chose que le secteur pointait aussi, et je voulais vous poser la question, mesdames, messieurs, c'est la difficulté du non-alignement. Alors on a parler avec l'enseignement néerlandophone, mais aussi avec l'enseignement supérieur, celui dans lequel vous êtes aujourd'hui. Beaucoup d'animateurs, d'éducateurs sont des étudiants du supérieur. Ça vous inquiète, ça? J'ai vu des avis très, très courroucés de certains mouvements. Moi, je fais partie moi-même des animateurs en camp d'été, et j'avoue que ça a bouleversé en fait toute notre organisation, parce que pendant l'été, on a des formations avant de pouvoir aller aider les petits bouts, entre guillemets, comme nous on les appelle. Avant d'aller s'occuper des enfants, on a des formations qu'on va devoir rétrécir, donc peut-être bâcler, entre guillemets, nos formations. Puis les vacances d'été sont rétrécies, donc les enfants ont, entre guillemets, moins de temps pour partir en camp de vacances. Parfois, moi, quand j'étais plus petite, par exemple, je partais en camp de vacances pendant 2 semaines, mais alors on alternait avec mes frères et sœurs et chacun partait 2 semaines. Mais maintenant, tout va se retrouver ensemble. Ça va être un problème d'organisation aussi au niveau des familles. On peut faire quelque chose pour les fédérations? Alors, on a travaillé. Je crois que c'est l'acteur qui a été le plus entendu, ce sont les mouvements de jeunesse. C'est peut-être parce que ce sont ceux qui sont le plus fâchés, parce que pour eux, ce n'est pas une question de coordination. Le problème restera dans quelques années aussi. Consultés, ils l'ont été, et beaucoup, et donc on a vraiment pris en compte. C'est 1,5 million d'euros qui va être dégagé uniquement pour les mouvements de jeunesse, justement pour augmenter le nombre de Michael Vossard a l'air dubitatif. Oui, non, vous ne pouvez pas contester qu'il y a 1,5 million d'euros qui va... Voilà, qu'est-ce que vous contestez? Je vous ai vu faire une grimace. Non, je pense mais donc ils vont être affectés justement en soutien au mouvement de jeunesse, et surtout pour prévoir qu'il y ait plus de lieux de plaine, puisque en effet, alors tout ne va pas être en même temps, hein. On ne passe pas de 9 semaines à 2, hein. On passe de 9 à 7. Donc je rappelle les chiffres. Et donc pour qu'il y ait beaucoup plus d'espace de plaine pour accueillir les... Alors ça va être, je pense, évidemment, hein, la première année. Et donc vous devrez être prêt pour 2023, je veux dire aussi. Donc, on suivra, et on verra. Sanga Chimanga qui voulait ajouter quelque chose, et puis Michael Vossard sur cet aspect pour la jeunesse et le bénévolat, parce que voilà, il y en a aussi dans les organisations. Tout à fait. Mais moi, je voulais attirer l'attention sur le fait qu'il y a quand même un impact
impact économique à cette réforme, puisque les enseignants et autres catégories de personnel qui doivent travailler à des moments, enfin voilà, les vacances sont plus restreintes, eh bien, ils devront placer leurs enfants, les mettre en stage, les mettre dans des colonies de vacances. Et tout ça a un coût aussi. Okay. Donc ça, je pense que c'est important. C'est revenu aussi de nos affiliés que certaines catégories de personnel ont des salaires très bas et ils sont fortement impactés par ça. Michael Vossard, allez, maintenant, vous grognez un petit peu. Et puis on passera à l'argument recevable parce qu'on a avancé, mais vous avez promis de vous donner la parole. C'était vraiment c'était pas une grimace, c'était juste une réaction par rapport au coût que représente simplement la réforme. Quand on additionne avec tous les secteurs impactés, je pense, et c'est pour ça qu'on parlait des priorités dans le cadre du pacte d'excellence, c'était de réorienter certains coûts qui se retrouvent aujourd'hui dans cette question du rythme scolaire, qui aurait pu être injecté, notamment par rapport à la fameuse question du personnel enseignant qui ont des demandes spécifiques, mais dans d'autres, non, mais c'est pas la question. On le fait, je le dis toujours, c'est pour avoir une réforme. Oui, mais pour avoir une réforme des rythmes scolaires complète, avec au centre les enfants, on doit avoir le meilleur encadrement possible. Et donc, il faut les deux parties ensemble qui soient revalorisées notamment. Et donc, la grève qui s'est déroulée il y a quelques temps, elle n'est pas arrivée comme ça par hasard. Pas sur les rythmes. En tous les cas... Elle concernait, disait-on, un ras-le-bol généralisé. Tout à fait, mais en même temps, pour moi... Ça ressort de ce que disait Mme Chimanga, effectivement. Il doit être entendu, parce que demain, ce n'est pas nous qui sommes dans les classes, ce sont les enseignants, et on doit pouvoir les entendre, mais on doit faire en sorte, je vous le dis... Brièvement, parce qu'on va passer à l'argument recevable. Il y a des bonnes choses dans la réforme, il faut avancer, mais je pense qu'il y a des correctifs, il y a l'impact ici, et puis... Je m'arrête là-dessus. Sur l'immersion linguistique, on n'a pas répondu à cette problématique parce qu'elle est mise à mal dans le cadre de cette réforme. On n'a pas toutes les solutions encore. Et je crois en 15 secondes, est-ce qu'on a un argument de réponse sur l'immersion linguistique des films? Sur l'immersion linguistique, c'est déjà difficile en ce moment et donc on voulait qu'il y ait des native speakers. Aujourd'hui, à Bruxelles, ce n'est pas le cas. Il y a aujourd'hui des bilingues qui donnent cours de néerlandais. Il y a tout un plan contre la pénurie des enseignants et notamment sur l'attractivité du métier, y compris et surtout des profs de langue. Et donc, c'est une des priorités aussi du gouvernement qui a comme objectif vraiment de renforcer l'immersion. Donc, ce n'est pas du tout passé à l'as de la réforme. Il nous reste 1 minute 30. Préparez votre argument recevable, le jingle. Michael Vossard, en 30 secondes, vous avez un argument recevable? 30 secondes maximum? Je pense que c'est, comme l'a dit Mme Chabert, c'est l'enfant, c'est les bienfaits de cette réforme. Réforme qui peut évidemment se voir de manière complète, comme je l'ai dit, de part et d'autre. Mais je crois qu'au centre, c'est l'enfant et de voir le bénéfice qu'on en tire. Et je trouve ça tout à fait recevable. Un argument recevable? Mais je ne voudrais pas copier monsieur, mais c'était le même argument. C'était le bien-être de l'enfant. Oui, on le reconnaît aussi du côté du comité des élèves francophones. Vous avez un autre argument recevable que vous avez entendu? C'était vraiment autour de l'enfant, que ce soit investir dans l'enfant ou. Delphine Chabert, c'était dans vos arguments. Alors vous devez en trouver un autre côté de la table. Voilà. Je ne peux pas dire l'avenir de l'enfant parce que je le pense quand même. Non, mais je dirais que je comprends tout à fait les inquiétudes et les perturbations et qu'on est tout à fait conscient qu'elles sont réelles. Et donc. C'est beaucoup de compréhension et d'empathie et je pense qu'on se reverra dans 1 an et alors on fera une évaluation quitte à peut-être réajuster les choses. Voilà. Et on vous réinvitera alors pour en débattre, échanger là-dessus sur le plateau de Versus. En attendant, nous, on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités et de nouveau beaucoup de questions.